Donc ça, c'est pas la façon la plus simple de les coincer. Hein. Et comme toujours, c'est ça que moi je le dis, j'ai découvert vraiment avec Lacan, c'est qu'on on se lance dans une structure compliquée quand vraiment les structures les plus simples ne fonctionnent pas. Et là, on va voir qu'on a la chance de pouvoir les coincer d'une façon plus simple que ça. C'est bien. Alors, donc si on ne les coince pas comme ça, comment on va les coincer? Alors, on va les coincer en les superposant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être les superposer, les trois l'un au-dessus de l'autre. Mais oui, mais vous allez me dire, mais si je les superpose les trois les uns au-dessus des autres, ils vont pas être coincés. Alors là, ils vont pas être coincés dans notre imaginaire, parce que notre imaginaire, lui, il fonctionne avec un univers à trois dimensions, qui est l'univers qui nous entoure. Et effectivement, si je prends trois ronds de ficelle qui sont déjà fermés, je ne pourrai jamais les... Ils vont toujours glisser. Ils vont toujours glisser. Mais il se trouve que l'univers n'est pas du tout limité à trois dimensions. C'est pas parce que notre sensibilité nous dit qu'il y a trois dimensions, et encore, hein, on va dire plutôt deux et une poussière, hein, parce qu'on est rarement dans les airs, hein, on est toujours sur la surface, sur la peau, hein, on est toujours sur la peau de la Terre, et donc on est plutôt dans un univers à deux dimensions que même à trois. Hein. Quand on écrit sur du papier, c'est toujours à deux dimensions. Là maintenant, il commence à y avoir des téléviseurs à trois dimensions, mais en général, on a plutôt affaire à du 2 ou 3 dimensions, mais jamais au-delà. Alors qu'en fait, on vit dans un univers qui a beaucoup plus de dimensions que 3. Il y a des exercices, des choses sensibles à cela, qui sont par exemple simplement le fait que Einstein l'a bien montré, et ça a été observé après, que l'univers qui nous entoure, il est courbé par les masses. Hein, ça courbe les masses et ça courbe même la lumière. Hein, on sait bien que la lumière qui nous apparaît droite, parce que nous, notre sensibilité nous dit que une lumière, elle est toute droite. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait dire que quand on voit un miroir, on a l'impression qu'il y a quelque chose derrière, parce qu'on fait l'hypothèse que la lumière a été tout droit. Sauf qu'elle a percuté le miroir, elle est revenue. Mais pour nous, on voit derrière. Les masses, même le Soleil, déforment l'espace, la lumière. Et puis il ne déforme pas que la lumière, il déforme tout. Donc il y a un univers déjà avec une dimension 4. Hein. D'ailleurs, je peux donner cet exemple. Hein, c'est une question de conception. Hein. Si on prend par exemple la loi de la gravitation de Newton, hein, qui se formalise avec une loi d'attraction entre les masses, hein, et avec une accélération liée au produit des masses et au carré de la distance qui les sépare. Ok. C'est une façon de concevoir, et si donc je prends par exemple la Terre qui tourne autour du Soleil, je peux tout à fait modéliser le mouvement de la Terre autour du Soleil de cette façon-là. Donc la Terre, elle est entraînée par elle a un mouvement ellipsoïde, enfin disons circulaire, qui est une action-interaction entre une force centrifuge et centripète. Bon, mais on peut aussi, de la même façon qu'il existe une conception corpusculaire et ondulatoire de la lumière, on peut aussi considérer que la Terre, elle, n'étant mue par aucune force, elle va tout droit, puisque c'est la règle standard, c'est qu'un corps qui n'est soumis à aucune force va tout droit. Elle va tout droit,
Sauf qu'elle va tout droit dans un univers qui est courbé par la masse du Soleil. Hein, c'est comme quand on lance une bille sur un... dans les casinos, là, les machins... La roulette. La roulette. Hein, donc, on peut considérer que la Terre, elle va tout droit, mais dans un univers qui est complètement courbé par la masse du Soleil qui vient courber cela. C'est tout à fait loisible. Pourquoi je me suis lancé dans une telle explication? Pour l'empilement des tores et quel était le lien entre les tores? Voilà, ok. Alors donc, je disais, là on est en train de parler d'une 4e dimension, et puis si on veut continuer à multiplier les dimensions, on se sert tous les jours d'un univers à beaucoup plus de dimensions. Par exemple, lorsque maintenant vous téléphonez sur SNCF, on vous dit, dites le mot réservation, dites le mot machin. Bon, vous dites réservation, comment ça se fait que le mot réservation est compris? D'ailleurs avec plus ou moins de bonheur, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement, c'est parce que il y a une analyse de ce que vous avez dit dans un univers à, je sais pas, peut-être 25 ou 30 dimensions. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un apprentissage au départ du mot réservation avec peut-être une trentaine de critères, ce qui a constitué une espèce de patate, disons, dans un univers à 30 dimensions. Et puis ensuite, quand quelqu'un va le prononcer, eh bien, on mesure la distance dans cet univers à 30 dimensions. Est-ce qu'il est loin, est-ce qu'il est près? S'il est suffisamment près, le robot conclut qu'on a bien dit le mot réservation. Et ça ne choque personne, tout le monde utilise ça. Et bien c'est un univers à 30 dimensions seulement, on ne va pas s'amuser à l'imaginer, parce qu'on a du mal à imaginer au-delà de 3. Bon, alors, pourquoi j'ai fait ce détour? Pour introduire quelque chose qui effectivement n'est pas du tout dans notre univers sensible, qui est que pour expliquer ou pour indiquer une façon d'assembler ces 3 tores, eh bien on est obligé de faire un détour par la dimension 4. Lorsque on passe par la dimension 4, eh bien l'empilement comme ça de nos 3 tores, eh bien il se noue. C'est-à-dire, mais il se noue donc dans une façon qui est telle que on ne fait jamais cela, on ne fait jamais d'enlacement. Hein. Mais c'est-à-dire que si un des nœuds passe à l'intérieur, il doit ressortir par le même bout. Hein. C'est-à-dire, ça doit faire quelque chose comme ça. Et donc, cet empilement de ces 3 tores, eh bien, c'est un nœud. C'est un nœud qu'on appelle le nœud borroméen, n'est-ce pas? Alors, je vais peut-être prendre le temps de le dessiner. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Donc, ça va peut-être... on arrête la caméra, peut-être dans Il faut peut-être arrêter. C'est parti. Bon, alors, donc là, voilà une façon, la façon la plus simple, encore une fois, la façon la plus simple de nouer 3 tores, n'est-ce pas? Alors, on va regarder un peu plus en détail s'ils sont bien noués comme je l'annonce. Hein. Alors, regardez bien. Je vais noter les empilements. Alors, vous voyez, j'ai noté R, S, I. C'est pas, je vais noter les empilements. Alors, partons du R. Tout faire en noir, ça ira. Si je pars du R, donc j'ai le R. Okay. Alors, maintenant, si je regarde le S, vous voyez que le S, il est complètement au-dessus du R. Ok, donc je vais mettre le S ici. Il est au-dessus. Maintenant, le vert, le I, il est complètement en dessous du R. N'est-ce pas? Ici, j'ai le I. Maintenant, si je regarde le S par rapport au I, il est complètement en dessous du I. N'est-ce pas? Le rouge. Donc là, on va remettre le S. Donc voilà la configuration tout à fait amusante. Hein. Vous avez par exemple, si vous voulez regarder le S, il est à la fois complètement au-dessus du R et complètement en dessous du I. D'accord?
Donc on a bien, et chacun est complètement au-dessus ou au-dessous d'un autre. Donc on a bien réalisé un empilement, comme je le figurais tout à l'heure, hein, sans enlacement, et c'est noué. C'est-à-dire que là, si vous tirez, eh ben, ça va se coincer ici. On peut figurer, n'est-ce pas, une instantiation d'un objet de désir. Alors, donc l'objet de désir, où est-ce qu'il serait là-dedans? Ben, c'est au cœur du nouage. Au cœur du nouage. Hein, et Lacan le note petit a. De la lettre petit a qui est ici au cœur. Alors, cet endroit-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un point. C'est un point. Mais ça demande une petite explication. Qu'est-ce que c'est qu'un point? Qu'est-ce que c'est qu'un point? Alors, vous savez que ce sont des choses qu'on enseigne au lycée. Un point, qu'est-ce que c'est? Ah, ben un point, c'est l'intersection d'une droite qui n'a pas de dimension, qui n'a pas d'épaisseur, avec une autre droite qui elle-même n'a pas de dimension, non pas de dimension, mais qui n'a pas d'épaisseur, et ça fabrique une chose ici qui s'appelle un point. Un point, ça n'a pas d'épaisseur, c'est voilà. Donc vous voyez qu'on nous enseigne, et je pense que c'est aussi un peu pour ça que ça conduit à une détestation assez fréquente de beaucoup de gens des mathématiques. On nous enseigne quelque chose d'assez virtuel. Hein. Bon. Et bien là, c'est pas ça du tout. Là, on est au contraire dans quelque chose de hautement concret. Je vais vous expliquer en quoi c'est concret. Voilà. Alors, regardez, si je prends ces deux feuilles de papier et que je m'intéresse à l'arête ici, cette arête-là et cette arête-là, eh bien, si je les mets en contiguïté, eh bien, je vais les faire glisser l'une sur l'autre. N'est-ce pas? Et regardez maintenant ce qui se passe. Regardez maintenant ce qui se passe si j'en prends une troisième et que je fais cette opération. Eh bien, vous voyez que là, j'arrête le glissement. J'arrête le glissement indéfini de mes deux arêtes grâce à une troisième arête. Et ça arrête, en quelque sorte. L'arête, ça arrête. Et alors, eh ben, ce machin qui est au milieu, là, eh ben, c'est un point. C'est un point au sens de la topologie générale. Et ce n'est pas un point au sens de la géométrie euclidienne, mais c'est un point. C'est une autre façon d'inventer le point. Le point, c'est quelque chose qui interrompt le glissement infini de mes deux arêtes. Donc là, eh ben, c'est le cas ici. Ce qui se passe ici, c'est un point.